C'est un dimanche après-midi. T'as pas de réunion. T'as pas de course à faire. T'as même éteint les notifications. Tu t'es installé exprès pour ça, pour enfin avancer sur ce projet, celui qui traîne depuis des semaines, celui auquel tu penses le soir avant de dormir. Tu ouvres le fichier, tu le regardes, et là, sans vraiment décider quoi que ce soit, tu commences à réorganiser tes notes. Tu relis ce que t'as écrit le mois dernier. Tu déplaces des documents dans des dossiers mieux nommés. Tu crées un nouveau sous-dossier. Tu renommes l'ancien. Tu vérifies une source que tu connais déjà par cœur. 1 heure passe. T'as rien produit. Et le pire, c'est que t'arrives même pas à dire que t'as rien fait. Parce que, techniquement, t'étais là. T'étais sur le projet. T'as ouvert les fichiers. Mais quelque chose s'est passé entre l'intention et l'action. Et tu sais pas exactement quoi. Tu sais juste que t'as ce poids familier dans la poitrine. Celui du dimanche soir qui arrive trop vite. Ce que tu vis là, ça a un nom. Et c'est pas de la flemme. C'est pas un manque de discipline. C'est pas parce que t'es pas fait pour ça. Les neurosciences ont mis des décennies à comprendre ce mécanisme précis. Et ce qu'elles ont découvert change complètement la façon dont on lit ce comportement. Parce que la vraie question, c'est pas pourquoi tu procrastines. C'est pourquoi tu procrastines exactement sur ce qui compte le plus pour toi. Et ça, personne t'en a jamais vraiment parlé. Le mot qu'on utilise le plus souvent, c'est flemme. T'as la flemme, t'es flemmard. T'as pas la motivation, t'as pas la discipline. C'est le vocabulaire qu'on applique à ce comportement depuis toujours. À l'école, dans la famille, parfois dans ta propre tête. Et ce vocabulaire fait quelque chose de très précis. Il transforme un mécanisme psychologique en défaut de caractère. Comme si procrastiner, c'était une question de volonté. Comme si les gens qui avancent avaient juste décidé de le faire. C'est pas parce que t'as pas assez envie, c'est parce que ton cerveau a activé quelque chose que t'as pas choisi. Pense à la dernière fois que t'as procrastiné. Pas sur une tâche que tu t'en foutais. Sur quelque chose qui comptait. Un projet personnel. Une candidature. Un texte que tu voulais écrire depuis longtemps. T'avais envie de le faire, non? L'intention était là. La motivation, dans le sens où tu voulais vraiment avancer, elle était là aussi. Et pourtant, les psychologues appellent ça la procrastination émotionnelle. Autrement dit, pas le fait de remettre à plus tard parce qu'on s'en fout, mais le fait d'éviter une tâche précisément parce qu'elle génère une émotion difficile à supporter. Pas l'ennui, pas la fatigue. Une émotion plus profonde, plus sourde. Quelque chose qui ressemble à de l'anxiété, mais que t'arrives pas toujours à nommer. C'est pas un manque de sérieux. C'est une réponse. Et pour comprendre d'où elle vient, il faut aller voir ce qui se passe dans ton cerveau dans les secondes qui précèdent le moment où tu commences à réorganiser tes notes pour la 3e fois. Parce que là, il se passe quelque chose de très précis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ton cerveau a une région dont le seul rôle est de détecter les menaces. Elle s'appelle l'amygdale. Autrement dit, c'est le système d'alarme de ton cerveau. Elle traite les signaux de danger en temps réel et elle le fait avant que tu aies le temps de réfléchir consciemment. Avant que tu formules une pensée, elle a déjà évalué la situation et décidé si t'es en sécurité ou non. Le problème, c'est que cette région ne fait pas bien la différence entre un danger physique et un danger social ou émotionnel. Pour ton amygdale, la perspective d'être jugé sur quelque chose qui compte pour toi, c'est une menace, pas une métaphore de menace. Une menace réelle, traitée avec la même urgence neurologique que si tu voyais un risque physique. Et face à une menace, le cerveau fait ce qu'il a toujours fait. Il évite. Les chercheurs appellent ça l'évitement expérientiel. Autrement dit, fuir une émotion avant qu'elle arrive. Pas fuir la tâche elle-même. Fuir ce que la tâche va provoquer en toi si tu t'y mets vraiment. L'anxiété de ne pas être à la hauteur. La possibilité de te confronter à tes propres limites. Le risque que ce projet, une fois commencé pour de vrai, révèle quelque chose que t'avais pas envie de voir. Alors ton cerveau propose une alternative. Une activité qui ressemble à du travail, qui active les mêmes zones visuelles et motrices, qui donne une sensation de progression. Sans exposer à la menace. Réorganiser les notes. Relire les anciens fichiers.
créer un nouveau dossier. Ton cerveau n'est pas en train de saboter. Il est en train de te protéger. Une étude publiée dans le journal Psychological Science, une revue de référence en psychologie cognitive, a montré que les personnes qui procrastinent ont des niveaux d'activité significativement plus élevés dans l'amygdale face aux tâches à enjeu. En d'autres termes, plus le projet compte, plus le signal d'alarme est fort, plus l'évitement est puissant. C'est pas une question de volonté, c'est une question de neurobiologie. Et il y a encore un autre élément dans ce mécanisme. Et celui-là, c'est peut-être le plus révélateur de tous. Parce que le comportement de préparation infinie, ce que les psychologues appellent le busy procrastination, autrement dit, s'occuper activement pour ne pas commencer, n'est pas juste un évitement passif, c'est un évitement sophistiqué. Ton cerveau a appris qu'il pouvait maintenir l'illusion de progression tout en maintenant une distance de sécurité avec la menace réelle. Et cette distance de sécurité, elle a un coût. Mais avant d'aller là, il y a une couche dans tout ça dont presque personne ne parle. Une couche qui explique pourquoi ce mécanisme s'active d'autant plus fort que le projet est important pour toi. Et là, il y a un retournement. Voilà ce que personne ne te dit sur la procrastination. Plus tu veux réussir quelque chose, plus tu vas procrastiner dessus. Pas malgré l'envie. À cause d'elle. C'est le paradoxe de l'enjeu élevé. Et il est contre-intuitif à un point qui dérange, parce qu'on a tous appris que la motivation est le carburant de l'action. Plus tu veux quelque chose, plus tu vas t'y mettre. C'est le récit qu'on nous a vendu, à l'école, dans les discours sur la réussite, dans tous les contenus sur la productivité. Mais le cerveau, lui, ne fonctionne pas comme ça. Quand un projet est vraiment important pour toi, pas juste utile, mais important, lié à ton identité, à ce que tu veux prouver, à quelqu'un que tu veux devenir, l'enjeu de l'échec n'est plus simplement fonctionnel, il devient existentiel. Échouer sur un projet quelconque, c'est une information neutre. Échouer sur quelque chose qui te définit, c'est une information sur qui tu es. Et ton cerveau ne peut pas laisser ça arriver sans résistance. Les psychologues appellent ça la Self-Worth Theory of Motivation. Autrement dit, la théorie de la valeur personnelle comme moteur du comportement. L'idée centrale, c'est que beaucoup de gens relient inconsciemment leur valeur en tant que personne à leur performance. Du coup, ne pas essayer vraiment, rester dans la préparation, ne jamais soumettre, ne jamais montrer, devient une stratégie de protection de l'estime de soi. Si tu ne commences pas vraiment, tu ne peux pas vraiment échouer. Si tu n'envoies pas le texte, personne ne peut te dire qu'il est mauvais. Si tu continues à préparer, le projet reste intact, dans sa version idéale, dans ta tête, là où il ne peut pas être abîmé par le contact avec la réalité. C'est pas de la lâcheté, c'est de la survie psychologique. Et voilà ce qui se passe réellement ce dimanche après-midi. Ce n'est pas que tu n'as pas envie de travailler, c'est que tu as tellement envie que ça marche, tellement envie que ce soit bien, que ton cerveau a jugé le risque trop élevé pour te laisser y aller vraiment. Réorganiser les notes, c'est rester proche du projet sans s'y exposer. C'est tenir quelque chose qui compte sans risquer de le casser. Et ça, une fois que tu le vois, tu peux plus regarder ta procrastination de la même façon. Mais il faut être honnête. Parce que ce mécanisme, aussi cohérent soit-il, a un coût réel. Et ce coût, il faut le regarder en face. Ce serait trop simple de dire que ton cerveau fait juste ce qu'il peut. C'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que le mécanisme d'évitement, aussi logique soit-il à l'origine, finit par générer exactement ce qu'il cherchait à éviter. La culpabilité du dimanche soir, t'as probablement l'impression de la connaître par cœur. Ce mélange de fatigue et d'auto-reproche. Le sentiment d'avoir gâché une journée. D'avoir encore repoussé. D'être exactement là où t'étais la semaine dernière, à la même heure, avec le même projet ouvert sur l'écran. Et cette culpabilité, elle nourrit quelque chose de plus profond. Avec le temps, l'évitement répété construit une identité. Pas une identité que t'as choisie, une identité qui se dépose, couche après couche, à chaque fois que tu refermes le fichier sans avoir vraiment commencé. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui ne finit pas. Quelqu'un qui a des projets mais pas des réalisations. Quelqu'un qui sait ce qu'il voudrait faire mais qui n'y arrive pas. Et cette image de toi-même devient elle-même une nouvelle menace, ce qui renforce le mécanisme d'évitement.
C'est un cercle, pas vicieux par nature, mais vicieux par accumulation. Il y a aussi le coût sur le projet lui-même. Parce que rester dans la préparation indéfiniment, c'est maintenir le projet dans un état de suspension. Il ne grandit pas, il ne se confronte pas au monde réel. Et pendant ce temps, l'écart entre la version idéale dans ta tête et ce que tu pourrais produire aujourd'hui s'agrandit, ce qui augmente encore l'enjeu ressenti, ce qui renforce encore l'évitement. Le mécanisme de protection est devenu une prison. Pas parce que t'es faible, mais parce que le cerveau optimise pour la survie à court terme, pas pour l'épanouissement à long terme. Il fait ce pourquoi il a été conçu. Et toi, tu portes les conséquences de ça. La question, maintenant, c'est pas de te battre contre ce mécanisme, c'est de le lire différemment. Voilà ce que ta procrastination dit vraiment de toi. Pas que t'es paresseux, pas que t'as pas la discipline, pas que t'es pas fait pour ce projet. Elle dit que tu tiens à quelque chose, profondément, sincèrement, d'une façon qui dépasse la simple utilité. Les projets sur lesquels tu procrastines le plus sont exactement ceux qui sont liés à qui tu veux être. C'est pas un hasard. C'est le mécanisme qui te le confirme, à sa façon. Alors, au lieu de te demander pourquoi j'arrive pas à m'y mettre, la question qui change quelque chose, c'est qu'est-ce que j'ai peur de découvrir si je commence vraiment? Pas pour trouver une réponse parfaite, juste pour nommer l'émotion qui est là avant la tâche. Parce que les chercheurs qui travaillent sur la régulation émotionnelle, notamment les travaux de James Gross à l'université de Stanford, ont montré que nommer une émotion avant qu'elle nous submerge réduit significativement son intensité. Les psychologues appellent ça le labeling. Autrement dit, mettre des mots sur ce qu'on ressent pour réduire la réponse de l'amygdale. En pratique, ça ressemble à ça. Avant d'ouvrir le fichier, tu poses une question simple. Pas « qu'est-ce que j'ai à faire ?» mais « qu'est-ce que j'évite de ressentir en n'y allant pas ?» La réponse sera souvent inconfortable. Peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être la peur de décevoir quelqu'un. Peut-être quelque chose de plus vague. Une anxiété sans objet précis. Nommer ça ne fait pas disparaître l'évitement, mais ça change le rapport à lui. Et puis il y a une autre chose, plus concrète. Les études sur la procrastination montrent que le plus grand obstacle, c'est jamais la tâche entière. C'est le premier geste. Pas écrire le texte, mais écrire une phrase. Pas finir le projet, mais ouvrir le fichier et écrire quelque chose de mauvais pendant 10 minutes. Le cerveau ne perçoit plus la même menace face à une tâche délibérément réduite, délibérément imparfaite. T'es pas quelqu'un qui procrastine parce que rien ne compte pour toi. T'es quelqu'un pour qui trop de choses comptent et dont le cerveau a appris à protéger ça de façon maladroite. C'est pas la même chose. Tu te souviens de ce dimanche après-midi, les fichiers ouverts, les notes réorganisées pour la 3e fois, l'heure qui passe sans que rien ne se passe vraiment. Ce que tu sais maintenant, c'est que t'étais pas en train de fuir le travail, t'étais en train de protéger quelque chose que tu voulais pas abîmer, un projet, une version de toi-même, une possibilité que tu voulais garder intacte. La procrastination émotionnelle, c'est pas un défaut, c'est la trace de ce qui compte. Et ça, c'est une information. Pas une excuse, pas une absolution, une information. Sur toi, sur ce qui t'importe, sur la façon dont ton cerveau réagit quand l'enjeu est réel. T'es pas flemmard, t'es quelqu'un qui a appris à éviter la douleur de l'échec sur ce qui compte vraiment, et dont le cerveau est tellement efficace dans cet évitement qu'il a fini par t'isoler de tes propres projets. La différence est énorme. Dis-moi en commentaire. C'est quoi le projet sur lequel tu procrastines depuis le plus longtemps? Et si t'essaies d'être honnête, qu'est-ce que tu penses qu'il révélerait sur toi si tu t'y mettais vraiment? Je lis tous les commentaires.